Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Aujourd'hui, nous accueillons l'ESCP Business School et son MSc Droit et Management International. Alors, pour nous en parler, deux invités de marque comme toujours. Gilles Pilet, vous êtes directeur scientifique de ce MSc. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre sur vous ? Que je suis un ancien avocat au barreau de Paris. J'ai exercé pendant 10-11 ans, à la fois comme avocat à la Cour d'appel et puis collaborateur d'avocat à la Cour de cassation. J'ai enseigné à l'école de droit de Sciences Po, Paris. J'ai enseigné à l'université et j'ai rejoint, pour mon grand bonheur, ESCP Business School en 2014. Et alors, qu'est-ce que vous aimez dans le droit ? Qu'est-ce qui vous a donné Ce envie que j'aime dans le d'enseigner ? droit, c'est beaucoup de choses. C'est l'aspect instrumental, c'est sûr, comme outil pour les entreprises, et on va en parler. C'est aussi l'aspect de raison transcendante qui permet de donner un petit peu d'ordre. L'accès par le droit à la dimension culturelle d'un système juridique. Son histoire, l'histoire des idées politiques, c'est ma grande passion avec la théologie. Mais ça impacte très peu le programme, heureusement. Oui, c'est sûr. On n'en parle pas. Non, on n'en parlera pas. Très bien, vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes Non. venu avec un de vos anciens étudiants, bientôt meilleurs. diplômé, le meilleur peut-être même. Octave Moreau, Exactement. comment tu vas ? Très bien, merci. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi ? Pareil, un peu ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui. Présente-toi un peu, qu'on comprenne en quelle qualité tu es présent sur ce plateau. Bien sûr. Très rapidement, je viens d'Assas Paris 2. J'ai fait un passage à Dauphine et j'ai décidé de faire le MSc de Monsieur Pilet en droit et management international pour la formation notamment finance et la qualité de la formation juridico-financière. Et aujourd'hui, j'ai terminé un stage en restructuring financier et transactions services chez BDO Advisory. Écoutez, merci à tous les deux pour cette rapide présentation. C'est votre MSc du coup, Gilles, on l'a entendu dans la bouche d'Octave. On va avoir 60 secondes pour présenter le programme avec le pitch. Le pitch, 60 secondes, pour nous présenter le MSc dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prêt, Gilles ? Je suis prêt. Eh bien, si vous êtes prêt, c'est à vous. Très bien, alors brièvement, puisqu'on gardera plus de temps pour les questions ensuite et les échanges, ce MSc est le mien et pas le mien, puisque en fait, il est le fruit d'une intuition que je trouve assez géniale, en 1989 quand même, et époque pivot de la mondialisation. Le barreau français est encore assez embryonnaire, un petit peu en retard par rapport à nos amis anglo-saxons. Et la mondialisation resserre un peu son nœud, le nœud des échanges se resserre et s'étend en même temps. Et les entreprises passent un cap supplémentaire dans leur activité internationale. Et c'est là où on se dit qu'il est fondamental de pouvoir former les juristes à regarder leur matière non pas comme un jeu de concepts, mais comme étant, à travers plutôt, les très grandes opérations des grandes entreprises. C'est-à-dire que le point de départ, c'est toujours le besoin des grandes entreprises pour qui une cession de titres sociaux, ça n'est pas un contrat de vente avec des garanties contre les vices cachés et contre l'éviction, c'est le développement, c'est la pénétration d'un marché à l'extérieur. C'est une thèse d'investissement pour des fonds d'investissement. Ça va être une prise de participation minoritaire dans une start-up innovante comme achat d'innovation à côté du service recherche-développement interne à l'entreprise. Donc c'est cette stratégie qu'il faut avoir à l'esprit. Voilà. Et l'idée est d'avoir des jeunes juristes qui travaillent en cabinet ou qui travaillent en entreprise, qui sont capables, sans qu'on perde un temps infini en traduction des besoins, d'être opérationnels sur des opérations complexes et à fort enjeu. Donc qu'ils arrivent en entreprise ou qu'ils arrivent dans un cabinet, il faut qu'ils puissent le plus rapidement possible comprendre ces enjeux parce qu'ils savent que dans la gouvernance du groupe, dans sa structure, au sein de cette société mère et de ses filiales, entre les différents métiers, une opération pour une grande entreprise, c'est au moins 4 ou 5 départements différents. Il faut comprendre quels sont les besoins pour pouvoir ensuite comprendre ce qu'ils demandent et répondre de manière compréhensible avec une expertise qui soit mobilisable pour mettre en œuvre cette opération. Donc c'est ça qu'ont voulu réaliser à l'époque, c'était une joint venture HEC et ESCP. Donc c'est le MSc Droit et Management International a pris ce nom à cette époque-là, donc il y a plus de 35 ans. Et ensuite, les chemins se sont séparés. Notre chemin est le meilleur, évidemment, puisque nous avons, comme le rappelait Octave, su articuler droit et finance, qui est vraiment un axe extrêmement fructueux pour adresser toutes ces différentes, ces grands projets, ces grandes opérations, même si on est ouvert à autre chose qu'à la finance, bien sûr, et c'est ce qui structure. Donc, droit et finance, qui est notre axe principal. Ensuite, ce qu'on fait de bien, c'est que c'est Paris et Londres, donc c'est et du français
et de l'anglais pour les enseignements. Londres, c'est une place financière, donc évidemment. Et puis les pratiques anglo-saxonnes sont ce qui est au cœur de tous les secteurs. En réalité, ils ont de l'avance. On les a empruntés aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et ensuite, on les adapte. Et puis enfin, on a ce qui a moins bien marché l'an dernier, mais qui démarre bien cette année, c'est la clinique juridique qui permet aux étudiants d'apprendre à comprendre et à informer les start-upers qui sont hébergés dans la Blue Factory, l'incubateur de ESCP. Très bien, alors vous l'avez deviné, on a fait un tout petit peu plus de 60 secondes, comme vous pouvez vous en douter, mais cela n'empêchera pas d'en parler, de découvrir un peu comment intégrer surtout ce MSc via les admissions. Rapidement, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir une formation juridique pour postuler ? C'est vrai que c'est un programme, comme je l'ai rappelé, qui est dessiné pour les juristes, pour les amener vers l'entreprise et les matières d'entreprise. Donc forcément, ça a été le pris au départ. Enfin, en 35 ans, on a su comprendre qu'il y avait d'autres besoins. Et régulièrement, le MSI accueille des profils différents qui sont passés par une école de commerce, que ce soit même une école étrangère, donc en Espagne ou HEC Lausanne, et qui ont envie de venir comprendre davantage la structure juridique de ces opérations. C'est l'aspect qui leur manque le plus. Et puis c'est en fonction aussi du virage professionnel qu'ils veulent prendre. Donc ce n'est pas indispensable, ce n'est pas le prérequis indispensable, c'est le plus commun. Et tant que le projet professionnel l'explique et le justifie, il n'y a aucun problème pour nous à accueillir quelqu'un qui n'est pas un juriste. D'accord, donc c'est pas nécessaire, mais c'est suffisant. C'est le plus commode et c'est le courant le plus important parce que voilà, les étudiants, il faut le dire, seront à 80% en corporate M&A, travaillant avec des fonds d'investissement, des banques. Ce sera cet équilibre-là. Mais enfin, j'ai des étudiants qui finissent par faire du business développement, qui travaillent aux achats, ça arrive, qui sont des commerciaux à la fin parce qu'ils ont, grâce au MS, ils ont fait leur virage professionnel vers quelque chose qui les éloigne du droit mais les rapproche de ce qu'ils aiment vraiment faire. Octave, tu as dû passer un entretien de personnalité, normalement, pour tout à fait. Un entretien de motivation, on ça comme on veut. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu étais face à Gilles ? Est-ce que tu étais face à d'autres personnalités ? Alors, j'étais face à M. Piet et j'étais face à des anciens du master ainsi que l'aide pédagogique qui était avec vous. Et ça s'est bien passé puisque j'ai été pris. Pour l'instant, tout va bien. Et qu'aujourd'hui, on dit que tu es le meilleur. Donc exactement. C'est très bien passé. L'un des meilleurs. L'un des meilleurs, pardon. Et c'était hyper intéressant puisque j'ai pu rencontrer donc l'ensemble, enfin 3 acteurs essentiels puisque j'ai pu poser des questions sur ce qui était à l'intérieur du parcours, est-ce que je correspondais aussi au profil. Et je pense que l'important, c'était d'être clair et structuré sur sa motivation. Moi, j'étais très clair sur le fait que j'étais là pour la formation financière et parce que j'avais un parcours droit avant. Et M. Piet a trouvé la cohérence. Et du coup, c'était parfait pour moi. Donc, c'était un échange. À la fois, tu posais les questions, c'est-à-dire que ce n'est pas un entretien de motivation, c'est aussi la motivation, leur motivation aussi, autant que la tienne, finalement. Je dirais que c'est avant tout moi qui va vers la formation, donc c'est à moi d'être motivé. Par contre, c'est aussi l'occasion de poser des questions, et c'est toujours bien, aussi bien dans un entretien professionnel que d'orientation, de poser des questions et d'être curieux, puisqu'on rejoint une nouvelle formation. Donc, des types de questions motivé. Pour ceux qui ont moins de créativité que toi. Hein. Quel type de questions ? Tout simplement... pour vous, quel est le candidat parfait ? Est-ce que dans votre formation, j'ai envie de faire telle chose ou tel projet, par exemple, est-ce que ça correspond ? Dans le cadre du mémoire, j'aimerais faire, moi, c'était mon cas, je voulais faire un mémoire sur un sujet plus financier. Est-ce que ça vous intéresse ? Très bien. Typiquement. Très clair, au moins, si demain vous avez toutes ces questions-là, vous savez ce sera suspect. d'où elles viennent. Combien de places pour la rentrée prochaine ? Il n'y a pas de plafond au-delà de ce qui est commode. C'est pour des raisons pédagogiques. Il y a un volume qui est pour moi idéal et il est possible que mon école rêvait de beaucoup plus d'étudiants. Mais là, on tourne autour de 40, donc c'était 40, 41. Ce sera peut-être 42, mais on tourne dans ces volumes-là à peu près aujourd'hui, qui permet d'avoir des ateliers, qui permet de faire des groupes de travail pour des simulations, qui permet d'être accueilli. On fait beaucoup de visites professionnelles et si on débarquait à 60 dans certaines entreprises, ils ont pas les locaux et voilà. Alors, ça peut être gênant. Très bien, très clair, très logique. Comme ça, si on veut garder même une proximité avec les étudiants, avoir une usine devant soi. Oui, et d'ailleurs, il y a des anciens parce que j'apprécie beaucoup garder le lien avec eux, qui sont en fait sympathiques.
tous, la plupart, en tout cas 99%. Vous les avez sélectionnés, Et donc forcément. En partie, qui sont contents de transmettre des informations. C'est-à-dire que l'entretien, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire passer des infos. C'est-à-dire qu'on ressort de l'entretien sélectionné ou pas, mais quoi qu'il arrive, on ressortira informé si on était un peu curieux, et on sortira un peu moins bête et peut-être plus armé pour des stages, pour l'orientation, parce que le CV, les anciens qui ont eu à faire ces premiers pas vers la vie professionnelle pourront dire, bah là, tes messages sont pas clairs, ou alors pour ce que tu cherches, en réalité, la bonne porte est ailleurs. Donc quoi qu'il arrive, il faut que ce soit un moment qui n'a pas été perdu pour réaliser quelques figures imposées en transpirant, mais où on ressort, quoi qu'il arrive, avec des informations utiles. Alors c'est peut-être le premier cliché, arrive un entretien de personnalité où on va poser des questions et pas simplement répondre à des questions. Et pour les autres clichés, c'est l'heure des clichés. Octave, quel serait le premier cliché qui te vient à l'esprit quand on évoque ta formation? Alors moi j'avais dit voilà, il faut avoir fait du droit, alors pas forcément, manifestement. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on pourrait évoquer? J'adore cette question puisque je pense que je représente moi-même un contre-cliché. Pour moi, le cliché que je voulais mettre en avant, c'était le fait que cette formation était uniquement pour les juristes ou les futurs avocats. Aujourd'hui, le marché du travail le montre bien, et notamment le marché du conseil. Les formations hybrides, finance, droit, sont très valorisantes et valorisables. C'est-à-dire qu'un deal se base aussi bien sur du juridique que du financier. Donc si par exemple vous venez d'une formation finance et que vous êtes intéressé par apprendre sur les SPA, la spécialité de M. Pillet, ou sur d'autres sujets, que vous cherchez à vous spécialiser sur des sujets de droit des sociétés cotées, non cotées, c'est typiquement un MSC qui aura du sens pour vous, puisque c'est des choses qui vont être valorisées, et typiquement pour des practices comme le restructuring, comme le forensic, ou d'autres practices de conseil, c'est très intéressant, et pas que du conseil, bien sûr, banque d'investissement et autres. D'accord, donc non seulement ça mène à plusieurs chemins, mais aussi on peut venir de différents endroits. Exactement. Et on retrouvera son bonheur. Il ne faut jamais se brider sur ces tentatives-là, parce que c'est très intéressant d'avoir de nouvelles cordes à son arc. Dans le pire du cas, on postule au moins pour pouvoir discuter avec Gilles, qui ensuite vous réorientera. Si je peux prendre un peu de votre temps sur ce point, c'est fondamental parce que c'est la différence. Quand un cabinet très établi recrute, c'est très fléché. On est au bout de la seringue, ils ont besoin de quelqu'un d'opérationnel immédiatement avec une spécialité qui doit avoir cultivé. Moi, je peux encore jouer le rôle d'un orientateur. Donc, on peut avoir un projet purement entrepreneurial et on a besoin de la finance, on a besoin de la stratégie, de la compta. Et c'est pas grave si on a un master 1 seulement et qu'on veut plus entendre parler du droit fondamentalement après, en tout cas pas comme expert. C'est un bon dossier pour moi parce qu'il y a une cohérence. Si on veut être le super fiscaliste comme Matteo Corniquet qui va faire sa spécialité là-dedans jusqu'au bout, il faudra un très bon M2 avec des très bonnes notes. Mais j'ai des critères qui vont changer en fonction de l'orientation. Et je peux être cet orientateur en disant, mais pour vous, il y a un épanouissement plutôt dans ce cadre-là. Puis je suis en contact avec des chasseurs de tête, il y a des profils très bizarres. Je prends conseil et je dis, est-ce qu'il y a une espérance de survie sur le marché professionnel pour un profil aussi bizarre? Et si on me dit oui, c'est très bien, je peux accompagner ou pas. Si on me dit non, je prendrai pas. Donc ça se fait dans l'intérêt de l'étudiant autant que dans l'intérêt du master finalement. Oui, parce qu'on peut être un porte-avions qui envoie dans plein de directions. Je ne le savais pas moi-même en prenant la direction de ce master, je l'ai vu au fil du temps à l'épreuve des profils et de l'imagination des étudiants et puis de ce marché du travail qui offre aujourd'hui des possibilités qu'on n'imaginait pas auparavant. Octave, tu voulais réagir? Ouais. Bien sûr, excusez-moi. C'était à ce titre, je pense notamment à une de mes camarades qui a, en parallèle de sa formation, commence à constituer sa start-up et qui utilise notamment sa formation financière et juridique pour faire ça. Et donc très impressionnant comme profil. C'est Nina? C'est Nina, tout à fait. Okay. Et donc, je pense notamment à elle qui lance une application de gestion patrimoine pour les femmes. Voilà. Ok, donc on va aussi s'adapter en fonction du projet, de la cohérence et dans quelle mesure on peut l'aider. On ne peut pas tout faire non plus. Non, on n'est pas un incubateur. Voilà. Mais les gammes, les briques du programme, en fait, sont assez modulables pour la plupart des projets. Après, si ça dépasse nos possibilités, de toute façon, on ne fera pas semblant de pouvoir le faire. Mais voilà. C'est aussi les aider que d'être capable de reconnaître vos propres limites. Quel serait votre propre cliché? Mon cliché, c'est la remarque d'un collègue après que j'ai écrit un article sur la diversité dans les métiers du droit à partir d'une étude qui avait été faite, et c'était dans la semaine juridique, qui m'avait envoyé un mail assez sec me disant « Mais comment osez-vous parler de diversité? Vous représentez l'élite intellectuelle et financière, c'est une espèce de snobisme extraordinaire que ces grandes écoles. » Et c'est totalement faux. J'ai des étudiants très modestes qui s'endettent, qui investissent dans leur éducation
avec succès jusqu'à présent. Et j'aurais du mal à diriger ce master si c'était plus le cas, mais qui précisément partent de pas grand-chose et qui en font un vrai tremplin. Donc c'est pas du tout l'élite des 2 universités parisiennes plus une fortune familiale. C'est des gens qui peuvent être très modestes et qui misent sur ESCP et qui en tirent profit après dans des parcours qui sont intéressants. Pas forcément de l'élite financière, pas forcément non plus une élite académique, hein, pas besoin d'avoir fait du droit, ni l'un ni l'autre, c'est bon, venez comme vous êtes. Et encore une fois, oui, un peu gros, mais je vois l'idée, elle est plutôt bien, mais encore une fois, tout dépend de l'objectif. Si l'idée, c'est d'intégrer le cabinet Bredin-Prat pour être un spécialiste de la fiscalité, mon attention, pour savoir si c'est faisable, ce sera en effet les mentions sur les différentes années et la spécialisation. Ça dépend des projets. Alors maintenant, que fait-on une fois qu'on a un projet, qu'on est accepté? C'est l'heure du programme. Octave, un cours qui a transformé ta vision du métier que tu voulais exercer, du droit. Alors si c'est simple, j'ai d'autant plus envie de savoir, pendant ton temps à l'ESCP, un cours qui a transformé ta vie, ou en tout cas ta vie professionnelle. Alors effectivement, c'est assez simple. J'en profite du coup pour remercier ce professeur-là qui a en plus accompagné mon mémoire. C'est le professeur Philippe Thomas. Et ça sera l'ensemble de ses cours, parce qu'en fait, on a beaucoup de cours avec lui en finance et en corporate finance notamment. Donc on a M&A, ingénierie financière. Et tout simplement, c'est les cours qui m'ont permis de faire ma réorientation, entre guillemets, professionnelle vers la finance pure. Donc je lui dois énormément de choses sur ça. Et ces cours m'ont tout appris en fait en finance pure. Et c'était exceptionnel, aussi bien pédagogiquement qu'en contenu. Donc aujourd'hui, ça me sert tous les jours. Et j'utilise encore ces cours dans mon travail. C'est où je voulais en venir, parce que bon, le contenu, j'imagine que l'M&A, le contenu, bon, c'est le contenu, quoi. C'est voilà. le M&A, voilà, il y a des méthodes de valorisation. Bon, maintenant, dans la pédagogie, qu'est-ce qu'il y a de spécial chez ce professeur? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est un professeur qui est particulièrement intéressant. Et c'est important d'avoir un professeur qui est à la fois drôle et qui sait expliquer une matière qui est très complexe. C'est un professeur qui est exigeant, mais qui nous permet d'avoir un très bon niveau, puisqu'il va par exemple mettre en place des quiz réguliers. Il va par exemple nous laisser accéder à beaucoup de matières, même si par exemple on est un MSC qui est très orienté droit, il va nous laisser accéder, il a d'autres MSC, notamment en finance, et il nous permet d'accéder aussi à d'autres cours. Donc il est très ouvert et surtout on peut lui poser beaucoup de questions. Donc moi je n'ai pas hésité. Je pense être transparent en disant que n'hésitez pas si vous avez des cours aujourd'hui ou si vous accédez au MSC à lui poser des questions. Surtout posez-lui des questions, ça commence dès l'entretien et après on ne s'arrête plus. Hein. Exactement, toujours poser des questions. Voilà, vous avez des questions, le SCP a les réponses. Voilà. Tu es allé à Londres? Oui, totalement. Quelle valeur ajoutée entre Paris ou Londres? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à partir? Moi, j'ai beaucoup aimé Londres, à titre personnel. C'est une très belle expérience pour souder une promotion. C'est très important. C'est évidemment une expérience qui est onéreuse, puisqu'on se déplace tous à Londres, il faut trouver des logements, etc., en étant complètement transparent. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Les cours sont de qualité, les intervenants sont de qualité aussi. Et c'est une expérience qui est vachement valorisable. Moi, c'est quelque chose que je mets en avant. J'ai fait 3 mois à Londres de formation et ça montre aussi que vous savez pratiquer l'anglais dans des entretiens. C'est toujours intéressant. Vous en parliez, vous êtes Londres, ce centre mondial de la finance d'une certaine manière. Est-ce que c'est pour ça que vous avez sélectionné ce campus-là spécifiquement pour votre master? En fait, ESCP a dans son ADN l'idée d'un parcours multicampus. Quel que soit le programme, bachelor, MSc, Master in Management, quoi qu'il arrive, il faut avoir passé du temps sur plusieurs campus. Dans certains programmes, c'est 3 campus. Nous, on n'allait pas aller à Turin pour le plaisir d'aller à Turin, même si c'est une très belle ville. Très sympa, ouais. Bien que pluvieuse, mais très belle. Mais pluvieuse. Mais bon, très belle. Forcément. Londres, question puis, je pense qu'on est oui, pas c'est vrai. Mais droit et finance, ça a tout à fait du sens, sachant que si on prend les pratiques phares, elles nous viennent de là-bas. Voilà. Donc, toutes les disciplines qui mêlent droit et finance ont été plutôt dans l'ingénierie des usines juridiques anglo-saxonnes. Donc, il y a ça, l'aspect cohésion, c'est fantastique. Alors oui, c'est très exigeant. On a un peu souffert du Brexit, de l'inflation qui est là-bas. C'est dur pour les étudiants. C'est en effet un véritable effort. Mais cette cohésion est fondamentale parce que c'est le climat d'apprentissage pendant l'année. Et puis, c'est un cercle de relations fiables et agréables qui sont professionnels. Et les donneurs d'ordre de demain sont dans la promo aujourd'hui.
Donc ça peut être pour faire venir un copain parce qu'on monte le bureau parisien du cabinet Schmurtz & Co. À Paris pour la première fois, qu'on a besoin de quelqu'un en restructuring, et bien on fera venir quelqu'un qu'on connaît et avec qui on a eu des liens. Ou alors parce qu'il y en a un qui sera une direction juridique. Là maintenant j'ai 10 ans d'ancienneté à la direction de ce master, et j'ai des directeurs juridiques qui sont donc des donneurs d'ordre pour leurs copains avocats aussi. Donc c'est fructueux pour ça. Et l'exposition à l'anglais, il y a des cours en anglais. Il y a l'exposition à la langue qui fait que quand on revient, les recruteurs parfois négligent le test d'anglais et passent par-dessus et parlent parce qu'ils imaginent que forcément il y a cette maîtrise. Voilà. Est-ce qu'il faut, parce que là on est là, ça fait rêver, on part à Londres, c'est sympa, cohésion de groupe, Gilles, plutôt voilà, bien avenant, ça on va poser des questions, la quantité de travail dans tout ça, parce que j'imagine que toutes ces belles promesses ne se font pas gratuitement. Ah, c'est une très bonne question. C'est toujours le jeu de toute façon de faire une formation qui est très sélective, c'est que forcément il y a du travail. Je pense que ce serait inquiétant si je disais qu'il n'y avait pas de travail. Je pense que je me ferais un peu taper sur les doigts. Non, il y a du travail. Il y a, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de travail, mais comme tout, ça se gère. On est dans une formation qui est, comme je vous l'ai dit, sélective. Quand on veut se former et passer aussi dans des cabinets ou dans des entreprises qui sont très sélectives, il faut se former. Et se former, ça prend du temps. Et donc, à partir de là... Parce qu'après, de toute façon, les cabinets dans lesquels tu as été, j'imagine, c'est pareil. On travaille, on compte pas ses heures de manière générale. C'est ça. Après, je veux pas non plus tomber dans le cliché. On ne travaille pas jusqu'à 3 heures du matin pour travailler sur la matière X ou Y. On a le temps de boire des bières avec ses collègues, de visiter, de faire la fête. On a une vie étudiante aussi, sans problème. Et ça se vit très bien. On a tous des activités à côté. Quel est le mot que tu as le plus entendu durant tes études ? Non, je sais pas, je dirais espier. Espier, comme c'était prononcé par Monsieur Gipier et Philippe Thomas, c'était ça revenait, ouais. Ça revenait énormément. En écho. Voilà. D'accord. Et quelle leçon de vie vous souhaitez transmettre à vos étudiants ? La leçon de vie, alors si j'ose essayer de vraiment réfléchir à ce qu'ils aiment vraiment faire et pas simplement ce qu'ils savent faire. Je le dis dès la rentrée et je le répète pendant l'année. On peut se trouver très récompensé. Il y a un côté vraiment rewarding, le fait d'avoir les compliments des clients ou du boss ou de l'argent de manière assez importante. Ça ne veut pas dire qu'on s'épanouit à le faire. Donc il faut se poser la question et aussi ne pas trop chercher. Bien sûr, il faut que le métier ait du sens. En tout cas, il ne faut pas qu'il ait l'air absurde. Mais je suis persuadé, et pour les raisons que vous avez mentionnées, en rappelant mon penchant pour cette discipline, que le sens ne doit pas être trouvé uniquement dans le travail et qu'il ne faut pas non plus trop demander à l'activité professionnelle. Il faut un peu dégonfler ce qu'on peut attendre. Pas demander trop à un travail qui ne pourra pas de toute façon vous donner un sens à votre vie. Voilà, ce qui permet aussi d'éviter de la frustration. Ça, c'est un vrai cliché, de se dire qu'on n'est pas forcément obligé de travailler pour nourrir une ambition financière, académique, mais c'est aussi pour nourrir son soi intérieur. Que fait-on finalement ? À quel métier on va avoir accès ? C'est l'heure des débouchés. C'est presque philosophique, Spinoza, le développement de soi. Quels sont les métiers exercés par vos diplômés ? Alors, on a un exemple avec Octave, en tout cas, on en parlera après, mais de manière générale, que font-ils ? Ils peuvent tout faire. Non, mais c'est problématique parce que j'ai un peu de recul maintenant quand même. Donc, bien sûr, il y a ce courant principal qui envoie mes étudiants dans les départements corporate M&A, dans les directions juridiques où ils feront de l'IP, IT, où ils feront aussi du contrat, des négociations. Mais j'ai des étudiants qui sont passés au service des achats dans des entreprises. J'ai cité là Florian Koustal qui est parti pour être juriste contrat, qui a fait nouvelle technologie, qui aujourd'hui est commercial pour DocuSign. J'en ai qui sont devenus business developers, donc ils négocient des partenariats à travers le monde. Il y a vraiment de tout. J'ai une ancienne qui est devenue journaliste économique. Donc, tous les métiers du droit qui eux-mêmes se réinventent, et sachant que quand on rentre dans une entreprise, dans un grand groupe, la plupart des grands groupes vous permettent une grande mobilité. On peut partir de IP à IT, se retrouver aux contrats commerciaux. On peut faire de l'IP à IT, finalement faire de la compliance. Donc, dans les grands groupes, il y a une forte mobilité. C'est pas des silos. Dans un cabinet, ce sera quand même plus compliqué, à moins qu'on prenne une vague
une matière qui vient de se développer. J'imagine qu'à l'époque du RGPD, quand c'est apparu, oui, certains ont pu changer de voie parce que tout le monde découvrait de toute façon, on était mis à égalité. Mais ça me semble un peu plus difficile. Donc sérieusement, je ne saurais pas donner de limite. Il y en a qui travaillent pour des fonds, il y en a qui ont monté leur start-up. Alors, ils peuvent... Beaucoup de cabinets, évidemment. Ils peuvent travailler où ils veulent, mais chez qui? Ça dépend des matières. SPA, on va encore parler. C'est le mot que j'ai peut-être moi aussi le plus entendu pendant cette interview. Donc ce Share Purchase Agreement, cette cession d'actions, cette prise de contrôle pour les sociétés non cotées, qui peut être de la croissance externe pour les entreprises, eh bien, c'est une pratique plus qu'un droit local. Donc si on a la grammaire du SPA acquise grâce à moi, évidemment, et Philippe Thomas, à ESCP, on peut travailler en Angleterre, on peut travailler aux États-Unis. Les pratiques de marché changent un peu, mais on a les mêmes gammes, on a les mêmes garanties, on a la même attention aux mêmes risques, et on va toujours utiliser des reps and warranties, on va toujours utiliser des MAC clauses, on va toujours des conditions precedent. La semaine dernière, j'étais à Abu Dhabi, à la Sorbonne, Abu Dhabi, et j'enseignais le SPA à des étudiants qui travailleront jamais à Paris. Non, plus sérieusement, et c'est la même pratique. Il y aura des accents différents mis. Il n'y aura pas de MAC clause vraiment en France, il y en aura très peu, il y en aura beaucoup aux États-Unis. Et c'est plus de la pratique. Si vous faites du fiscal, vous êtes enraciné, en gros. Très bien. Voilà. Octave, tu veux faire quoi après? Moi, j'aimerais continuer dans le corporate finance. D'accord. J'ai beaucoup aimé mon expérience en restructuring, mais je continue à regarder parce qu'en fait, je découvre énormément de métiers en corporate finance très intéressants comme le restructuring, le forensic, le transaction services, des belles choses. Peut-être que tu vas me répondre ce que tu m'as déjà dit, mais le cours qui te sert le plus aujourd'hui ou qui va te plus le servir aujourd'hui, c'est lequel? Aujourd'hui, ça serait corporate finance, le général, et peut-être ingénierie financière aussi, parce que c'est très intéressant. Tous les deux des cours de finance pure par notamment le professeur Philippe Thomas. Et oui, monsieur Thomas qui n'est pas là. Mais dont on pense à lui, il est très présent. On pense à lui, il est très présent, absolument. Il nous reste encore un tout petit peu de temps pour conclure. Passons au temps additionnel. Le temps additionnel, c'est l'occasion de conclure. Peut-être rajouter un élément qu'on n'a pas encore cité, au contraire renforcer un élément qui a déjà été cité, ou une question que j'aurais envie de vous poser, ce serait le secret pour sortir du lot. Si vous deviez délivrer un message aux étudiants, on leur a dit venez comme vous êtes d'une certaine manière, on leur a dit on n'est pas une école élitiste au sens où on forme des élites, oui, mais voilà, quel que soit le milieu dont on vient, on est le bienvenu. Ce sera pour vous, Gilles, toi Octave, peut-être un message à délivrer ou une conclusion plus générale. Une conclusion plutôt Ou au contraire, tu as peut-être un secret à livrer et à ce moment-là, tout le monde sera preneur. C'est très intéressant parce que du coup, comme je l'ai dit, j'ai un parcours un peu particulier et j'aimerais bien vendre le fait que venez comme vous êtes, c'est venez avec vos expériences. Donc ça veut dire en fait tenter des choses. Tenter des choses et même quand vous candidatez ici, vous tentez quelque chose et l'important c'est de savoir vendre ces expériences-là. Et on ne vous en voudra pas d'avoir fait telles écoles avant, etc. Au contraire, c'est intéressant d'être différent et mettez en avant cette différence. On ne vous demande pas d'être comme tout le monde, on vous demande de savoir vous vendre. Et je pense que c'est aussi un peu ce qu'on apprend en école de commerce. On apprend à se vendre parce que c'est le marché du travail qui le demande. Et le premier exercice, c'est de savoir se vendre à un premier entretien avec Monsieur Pillet, par exemple. Et c'est l'essentiel pour moi. Et c'est ce que j'ai appris aussi en école de commerce. Merci Octave. La barre est haute, Gilles. Comment vous allez passer Très simple. Mon conseil est à la fois très simple à énoncer et plus difficile à suivre. En tout cas, c'est beaucoup plus rare. L'étudiant ou l'étudiante qui sort du lot, pour moi, c'est celui ou celle qui se présente en étant capable de dire « je », en parlant vraiment personnellement de son projet, sans qu'il soit extraordinaire, sans qu'il soit particulièrement exotique. Mais figurez-vous que c'est très rare et que très souvent, ils ont l'impression de devoir dire des choses et sans pouvoir dire tout simplement « je me pose ces questions, je suis curieux de cela, je voudrais explorer ça et j'aimerais bien que votre école m'aide à accéder à cette étape-là ». Ce qui est un discours très simple mais qui est rarement senti personnellement. Il y a un petit problème de maturité et en général, ils se donnent une certaine sécurité en récitant une liste de mots-clés qu'ils pensent que je veux entendre et ça n'est pas du tout le cas. Très bien, message reçu 5 sur 5 pour ceux qui regardent. Merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci de nous avoir reçus. Nous ne représentons pas une célèbre chaîne de fast-food américain, mais venez comme vous êtes. En tout cas, pour ce MSc Droit et Management International, l'ESCP Business School, tous les chemins mènent au droit et le droit mène à tous les chemins. Si vous passez par ce MSc, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.